Alors bienvenue à l'Alcazar. Nul doute que vous allez apprécier la climatisation du lieu, vu les températures extrêmes qui règnent à l'extérieur. Alors on est très content de vous accueillir donc, en cette fin d'après-midi. Cette année, on a un fil rouge à l'Alcazar, vous savez, c'est une programmation autour du futur. On appelle ça nos futurs en fait. Et en fait, on s'est demandé en fait comment pouvait être notre futur et quelles étaient les innovations technologiques, les questionnements, les problématiques. Et j'ai pensé que parler des problèmes des feux de forêt, parler de l'IA et de l'utilisation de la technologie pour nous aider à sinon résoudre les problèmes, essayer d'avancer dans leur compréhension. Et l'objectif était également de mettre en valeur l'excellence de la recherche locale. Donc, on est très content donc, de recevoir donc, ces trois chercheurs donc, Sofiane qui est de l'université de Toulon et deux camarades qui arrivent de Corté. Je vais leur passer la parole de ce pas pour qu'ils se présentent. Bonjour à tous. Donc je me nomme Jean-Louis Ross et je suis professeur des universités à l'Université de Corse dans le projet Feu, qui est un des projets majeurs de l'Université de Corse. Je travaille en collaboration avec Sofiane, avec maintenant Valabre, et surtout en lien étroit avec les opérationnels. À l'Université de Corse, ce qu'on a décidé depuis maintenant près de 30 ans, c'est d'être au service des opérationnels et de faire de la recherche appliquée. Je pense qu'on en parlera par la suite. Et j'ai également une autre casquette. Je suis expert ONU au sein d'un groupe qui s'appelle l'ISTAG, qui s'occupe des risques majeurs, alors pas forcément que des feux, sur l'Europe et l'Asie centrale. Bonjour à tous. Bon, avant toute chose, je tiens à remercier l'Alcazar et puis remercier notre hôte Thierry Rissy, son collègue en régie. Donc moi, c'est Sofiane Meradji. Je suis ingénieur de recherche à l'Université de Toulon dans un laboratoire de mathématiques appliquées et d'informatique. Et en fait, je m'intéresse à la physique des feux et depuis plusieurs années, je collabore avec mes collègues et amis corses sur cette problématique-là et je suis plus orienté vers le numérique, vers la programmation en fait. Bonjour à tous, je me présente Thierry Martier, maître de conférence à l'Université de Corse. Donc Jean-Louis l'a dit, nous faisons partie d'un projet de notre unité de recherche qui est le projet Feu, où nous développons, on va en discuter, aussi bien des approches de modélisation que des approches expérimentales. Et ça s'est concrétisé ces dernières années à travers un projet qui a regroupé, je dirais, un peu toutes les palettes de l'aspect feu, aussi bien l'aspect mathématique, physique, mais aussi sciences humaines et sociales. Donc on pourra peut-être développer un peu tout ça par la suite. Voilà. Alors, dans une première partie, on va déjà traiter on va essayer de comprendre en fait, de comprendre la complexité en fait du phénomène en fait, parce qu'on parle de feu, mais en fait on parle de feux qui désormais sont extrêmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cette complexité justement de ces feux en fait? Alors, si on parle des feux de forêt, on va dire des feux ouverts, des feux à l'extérieur. Déjà, d'un point de vue de la modélisation, il faut savoir que c'est un phénomène qui est multi-échelle, instationnaire. Donc pour ça, mais on va dire surtout qui fait appel à différentes, différentes spécialités. On fait appel à la chimie, à la physique, et même dans la physique, à la thermique, à la mécanique des fluides. Bon, sans rentrer dans les détails, souvent, je m'amuse à dire qu'on a réussi à envoyer un homme sur la Lune, et ça fait déjà un petit moment. Par contre, on n'a toujours pas réussi à réellement quantifier le comportement et l'impact d'un feu à grande échelle. Donc c'est pour vous dire qu'on doit travailler dessus. Et donc ça demande à des chercheurs qui ont plusieurs compétences à se mettre ensemble. Puisque par exemple là, vous avez plutôt un physicien,
mais un mécanicien. Et là, vous avez un physicien plutôt mathématicien. Et là, vous avez un informaticien. C'est pas toujours évident de réunir ces gens et de travailler avec. Et si on doit après passer le pas et aller voir les opérationnels, c'est encore plus compliqué. En fait, souvent, on se parle et on ne se comprend pas. C'est ça la grosse problématique. C'est pas quelque chose de technique. Ensuite, quand on parle des feux de forêt, si je peux encore... il n'y a pas un feu de forêt. Il y a plusieurs feux de forêt. En allant très vite, par exemple, alors les classifications, elles sont toujours soumises à discussion. Et en plus, scientifiquement, on s'amuse à se titiller sur la classification. Mais pour faire vite, vous avez des feux qui couvent et qui courent sans flamme. C'est les fameux pit fires. C'est des feux qui se passent sous le sol. Ça se passe avec plutôt de la conduction. C'est des feux, c'est comme votre cigarette, ça se consume. Donc ça court, ça couve pendant des mois. C'est ce qui se passe en Sibérie, souvent au Canada. Et après, ça ressort et ça crée des feux, ou en Indonésie, des feux excessivement dangereux. Ensuite, vous avez nos feux à nous. On appelle ça des feux de surface. Alors attention, un feu de surface, ça ne veut pas dire que ça brûle seulement du petit maquis ou de la garrigue. Ça peut brûler des hauteurs de 7, 8, 9 mètres. Le tout, c'est que le combustible soit homogène verticalement. Donc c'est des feux qui vont vite, vous avez vu ici, on parlait tout à l'heure des feux de Mirabeau, ce n'était pas des forêts, c'était du maquis. Maquis, des feux de surface, ça peut être boisé, le tout c'est que ça soit homogène. Puis après, vous avez des feux comme on les a en Californie, les fameux crown fires, c'est-à-dire les feux de cime, où en fait c'est la strate haute qui brûle. Et quand je vous dirai que, en fait, sur un territoire, vous pouvez avoir les 3 feux en même temps, vous comprendrez que ça peut être compliqué. Alors, si on revient à la modélisation, en ce qui concerne les pit fires, on arrive à peu près à les modéliser. En ce qui concerne les feux de surface, on commence actuellement un peu à aller à l'échelle du terrain et à donner quelques réponses aux opérationnels. En ce qui concerne les crown fires, la communauté scientifique, je parle mondiale, est complètement à la rue. Donc déjà ça. On pourrait s'arrêter là. Mais en fait, il va falloir continuer. Les feux, et puis on le voit de plus en plus, dépendent aussi de leur intensité, de leur comportement. Donc ça, on va mettre d'un côté les feux avec un comportement normal, ce qui faisait jusqu'à peu de temps 98% des feux qu'on voyait, même qui faisaient de la surface, mais qui avaient une intensité telle que les opérationnels, s'ils y mettaient les moyens, arrivaient à les stopper. Et puis maintenant, ce que l'on voit avec le nouveau contexte, on parlera du changement climatique, puis aussi le changement de comportement des hommes, puisqu'il y a le danger et puis il y a le risque. Ça aussi, on pourra en parler. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'aléa et le risque. Eh bien, il y a ces feux, ces nouveaux feux. Alors, dans les nouveaux feux, vous avez les feux éruptifs. On en a eu, par exemple, en Corse, qui ont eu comme conséquence de tuer 2 pompiers. Ce sont des feux, en fait, couvants, en bas d'une... Et pour une raison encore inconnue, parce que là, on est complètement à la rue aussi, se mettent à avoir une vitesse extrême et incontrôlable. Ça, c'est les feux éruptifs. Vous avez les tornados, les feux tornades, c'est-à-dire que souvent, vous voyez quasiment des colonnes de feu convectives qui montent, comme ce qu'on a en mer. Il y en a souvent en Californie, et on pourrait se dire, nous, on est tranquille. On en a vu en Corse lors de feux expérimentaux. Là, c'était un feu expérimental. Et sur ce type de feu, on a déclenché des tornados. Et on les a déclenchés en hiver. Donc imaginez, avec une saison chaude comme ici. Ensuite, vous avez les feux extrêmes. Ces fameux feux extrêmes, certains les appellent méga-feux. Ça aussi, la terminologie méga-feu, souvent méga-feu derrière, suivant qu'on se trouve aux USA ou en Europe, on n'a pas la même terminologie. En gros, les feux extrêmes, c'est des feux qui dépassent une intensité, et même avec les moyens aériens, on n'arrive plus à les éteindre. Alors, vous voyez, je vous ai fait cette catégorie. Toutes ces catégories, on pourrait les subdiviser. Pour ces subcatégories, la science, pour l'instant, ne donne pas de réponse. On commence à travailler, mais on n'est pas encore apte à donner des outils finis et robustes. Puisque des jeux vidéo, vous pouvez en trouver. Mais robustes, ça veut dire qu'ils ont été au moins testés dans des conditions qui se rapprochent
de la réalité. Et on en parlera certainement par la suite, mais c'est pour ça qu'on fait des feux expérimentaux de ce type. Alors justement, vous parlez de brûler pour apprendre, justement. Pourquoi, en fait, cette observation directe, elle reste la meilleure option, en fait, pour comprendre le feu? Alors, tout d'abord, lorsqu'on réalise un feu expérimental, on a une nécessité et un impératif, c'est de pouvoir contrôler un maximum de, je dirais, d'éléments, de connaissances, en tout cas en particulier concernant la végétation. Parce que souvent, nous, chercheurs, on se réfère à des références bibliographiques. Là, on a des informations, mais souvent, il nous manquait quelque chose. Donc là, ce que l'on a fait, à travers ce projet Goliath, qu'on détaillera un peu plus tard, si vous voulez, on s'est mis autour d'une table avec les opérationnels et on s'est dit, on aimerait avoir des conditions de feu extrêmes que l'on pourrait instrumenter. Et alors, pourquoi instrumenter? Parce qu'on va maîtriser la végétation, donc on va connaître toutes ses caractéristiques, sa couverture au sol, enfin son taux de couverture, ses caractéristiques chimiques, thermiques, et à partir de là, on va pouvoir utiliser des outils de modélisation afin de pouvoir essayer de représenter le comportement et la dynamique de ces feux-là. En fait, pourquoi? Parce que si on fait des feux expérimentaux, on va pouvoir avoir des données fines, que ce soit sur la végétation. Sur ces feux-là, nous avons même disposé de ce qu'on appelle des thermocouples. Hein. Pour résumer, on récupère de la température, c'est comme des thermomètres. Mais on a également des flumètres. Et là, on va récupérer l'impact radiatif et convectif d'un front de flamme qui arrive sur une cible. Et là, nous, notre intérêt, c'est surtout dans la philosophie des obligations légales de débroussaillement. En gros, est-ce que les distances que préconisent les services sont suffisantes? On a mené une étude sur numérique avec l'outil développé par Sofiane qui a montré que, oui, les distances de sécurité, les OLD, donc ces fameux 50 mètres où on doit nettoyer, pas forcément mettre à nu, hein, mais où on doit nettoyer en particulier au sol, peuvent être suffisantes dans des conditions extrêmes. Ça, on l'a montré. Grâce à l'outil de Sofiane, ça a donné des éléments importants. Donc en fait, il y a la partie expérimentale, terrain, je dirais à proprement dit, qui est indispensable pour comprendre certains phénomènes, mais aussi maintenant avec des outils numériques. L'intérêt, c'est justement d'éviter de brûler une fois que ces outils-là sont testés et validés sur des conditions extrêmes. Parce que, comme l'a dit Jean-Louis, les petits feux, entre guillemets, les opérationnels arrivent à les éteindre. Le danger, c'est vraiment les feux de très forte intensité, de forte puissance, et là, on a besoin de comprendre ces comportements. Si on a des outils numériques, d'expérimentation numérique plus précisément, qui arrivent à représenter ce genre de feu, ça nous évitera de brûler et donc de faire ces expériences, ces feux expérimentaux par la suite. Si je peux rajouter juste un complément. Effectivement, ce type de feu à l'échelle 1, en conditions presque réelles, quasiment les cas critiques, servent à faire des études fines, mais ils nous servent également en fait à tester des modèles qui sont à usage opérationnel et bon, peut-être on en parlera par la suite, mais ces modèles à usage opérationnel, ils doivent être très simples pour l'utilisation et quasiment en temps réel. Et donc, pour fournir de la modélisation, en gros des équations mathématiques très simples sur quelque chose un phénomène très compliqué, il est facile de comprendre, aisé de comprendre qu'il va falloir qu'on fasse des hypothèses simplificatrices. Et le scientifique, lorsqu'il va donner ces modèles aux opérationnels et que derrière, il va y avoir un impact sociétal. Thierry, vous parlez des OLD, ça veut dire que si on ne les dimensionne pas, vos maisons peuvent brûler. On est bien d'accord. Donc, il faut qu'il se rassure. C'est pour ça qu'on parle de modèles robustes. Et donc, ces feux expérimentaux à l'échelle 1
tester avec des modèles beaucoup plus complexes, type ceux de Sofiane, qui pourraient ensuite, après, générer des feux qu'on appelle numériques, fiabilisés à cette puissance, nous permettent à nous, soit de valider nos hypothèses, soit de les mettre à la poubelle et de repartir travailler. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que tout ce qui doit passer et tout ce qui doit faire du transfert technologique lorsqu'on parle de feu à forte puissance doit être au moins testé. Je ne dis pas validé, mais testé dans ces cas critiques. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez à la fois une approche terrain en allumant des feux et en se confrontant justement à la force du feu et des flammes de manière concrète, et à la fois des modèles de simulation en fait. Et vous combinez les deux approches afin de trouver un modus vivendi entre la théorie et la réalité, de manière à ce que les pompiers, je suppose, ou en tout cas les décideurs, aient un outil technologique qui soit fiable et qui les rassure. C'est ce que vous avez dit. C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on a inversé la méthode. Jusqu'à il y a 20 ans, oui, jusqu'à 20 ans, les chercheurs, je vais parler pour moi, mais on cherchait, et lorsqu'on trouvait quelque chose qu'on estimait intéressant pour les opérationnels ou les décideurs, on allait les voir, on disait, bon, on a quelque chose de bien, on ne voulait pas l'utiliser. Et souvent, ils nous disaient, oui, mais... Et je vais vous raconter l'anecdote, allez, vite fait, si j'ai le temps. En fait, en 2012, on a décidé de faire une journée thématique risque incendie et aménagement du territoire. À l'époque, j'étais élu dans un petit village de montagne de Corse, et j'avais décidé, avec mes collègues, de faire la journée thématique dans l'église de mon village. Journée thématique, et on avait fait une grande messe, quasiment une conférence, on était tout contents, et avec des posters, des conférences... Comme quoi, des fois, l'ego, ça sert. Et on avait invité tous les opérationnels de Corse. Il faut savoir qu'en Corse, il y a un groupement qui s'appelle le groupe interservice, le GTI, où vous avez tout, l'ONEF, les services de l'État. Et ils étaient venus. Et en fait, quand on avait fait nos présentations, ils nous avaient laissé dérouler. Puis il y en a un qui a levé la main, un chef de service, et a dit « Vous êtes bien gentils, les chercheurs, mais vous cherchez, et on voit rien arriver. » Et comme j'étais chez moi et dans mon petit village, j'ai été vexé. Donc j'ai été obligé de lui dire devant le monde, mes parents, mes grands-parents, j'ai dit, alors on va se voir, vous allez nous faire le cahier des charges, et on va voir si on n'arrive pas à répondre. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec eux. C'est comme ça que sont nés les logiciels comme Dimsal, comme Goliath. Et c'est comme ça qu'on a travaillé depuis. Depuis, en fait, ils nous font ce qu'on appelle la liste du Père Noël, c'est-à-dire toutes leurs doléances, et nous, on coche en disant, là, on arrive à répondre tout de suite. Là, il faut qu'on fasse de la recherche et développement un peu plus tard. Et ça, pour l'instant, on n'y arrive pas du tout. Mais au moins, on sait vers quoi on doit travailler. Alors, Sofiane, c'est vous la grosse tête numérique. Alors, c'est vous qui travaillez sur le logiciel, les algorithmes. Parlez-nous un petit peu justement de Goliath. Ça fait un petit moment qu'on en parle, peut-être pour l'expliciter. Et aussi, peut-être expliquez-nous un petit peu quel est votre travail justement par rapport aux données qui remontent du terrain et comment justement vous imaginez ces modèles théoriques en fait. En fait, moi j'ai rejoint Goliath. Donc je ne suis pas à la tête de Goliath, c'est plutôt Thierry et Jean-Louis et Lucille Rossi qui étaient à la tête de Goliath. Goliath, si je ne dis pas de bêtises, sous couvert de mes collègues, c'est un projet de la lutte incendie et l'aménagement du territoire. Donc c'est un énorme projet qui était financé par l'État, par un CPER, et qui en fait a mis en place énormément de gens et de compétences, et qui avait non seulement des buts scientifiques, mais des buts un peu à finalité sociétale. Il y avait beaucoup de sensibilisation au niveau des collèges, beaucoup d'événements, etc. Et ça a été une grosse usine à gaz. Et il a connu un succès très retentissant. Et en fait, le développement d'outils a démarré bien avant de Goliath, parce que Goliath était censé fédérer toutes ces compétences-là, parce qu'à un moment donné, en fait, ce qui est important, c'est de se mettre dans une forme de consortium. C'est-à-dire que si vous travaillez seul dans votre coin,
vous avancez, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui se fait ailleurs parce que vous ne discutez pas avec les autres. C'est un petit peu les problématiques du moment. Et en fait, le numérique a commencé il y a très longtemps chez eux, parce que les Corses, il y a plus de 20 ans ou 30 ans, se sont mis sur ces problématiques de feux de forêt. J'avais commencé au même moment, mais dans des proportions moindres. Et ils ont développé un outil destiné aux opérationnels, qui a fait ses preuves, qui à un moment donné était utilisé, je crois, je ne dis pas de bêtises, la côte est américaine, ou la côte ouest plutôt. À San José, à l'université. Et nous, en fait, pour l'anecdote, puisqu'il a raconté une anecdote tout à l'heure, c'est que moi, quand je suis parti fin 2019, juste avant le Covid, en Australie, j'étais parti à une conférence internationale, on avait fini sur un campus militaire, on avait fait une espèce de séminaire, de workshop, où il y avait des Américains, des Australiens, et j'étais parmi ces gens-là pour présenter nos outils. Donc un outil que moi j'avais co-développé avec des collègues d'AMU et de l'université libanaise aussi, du Liban, Gilbert Akari. Et en fait, on a présenté ces outils-là, et à la pause café, ils m'ont demandé si je travaillais avec les Corses. J'ai dit non. Et c'est là qu'ils m'ont dit, écoutez, à votre tour, je serai vous, je regarderai un peu ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'à partir de là, à partir de 2020-2021, on s'est mis à bosser avec eux. Et c'est là qu'on a intégré Goliath, c'est là qu'on a rajouté notre simulateur, c'est-à-dire celui qui fait la physique complète, qui n'est absolument pas destiné à des opérationnels, parce que c'est vraiment, par contre, c'est un outil qui peut être très intéressant dans l'aménagement du territoire. C'est un outil lourd, les calculs peuvent durer longtemps. Par contre, il est relativement précis, il vous donne énormément d'informations sur le feu, les caractéristiques du feu. Il peut être vraiment très utile pour l'aménagement du territoire. Donc le modèle que vous avez développé, le problème, c'est que je suppose qu'il faut énormément de puissance de calcul pour le faire tourner. Donc ça veut dire que c'est un modèle, on va dire, qui ne peut pas être utilisé en temps réel, par exemple, quand il y a un incendie qui se déclenche, en fait. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a décidé, il y a une trentaine d'années, de développer un modèle physique simplifié, ce fameux Balbi modèle. Pour le tester, si on reprend, pour le tester et le valider, pour le donner aux opérationnels, on a commencé à faire des feux de ce type. Bon, déjà, il faut savoir que ces feux de forte intensité n'ont été faits qu'en Corse. Maintenant, on commence, je sais que Valabre va les faire ici. Il y a l'INRAE d'Aix qui va commencer à en faire. Mais les opérationnels, ce n'est pas nous qui faisons les feux. On les donne aux opérationnels. Les opérationnels, c'est logique, se disent faire des feux de forte puissance, ça peut échapper, ça se comprend. Mais quand ils ont vu ce que ça a amené derrière, ils ont décidé de s'y mettre. Donc, mais de toute façon, ça se comprend très bien, que ce soit pour X raisons, on ne peut pas s'amuser à brûler la terre entière pour essayer de faire en sorte, surtout avec des feux de forte puissance, pour essayer de faire en sorte que la terre ne brûle pas. C'est presque philosophiquement. Donc on s'est tourné vers d'autres moyens. C'est pour ça qu'on est allé voir les gens qui maîtrisaient une modélisation qu'on appelle complète, qui prennent en compte tous les critères, mais qui demandent des fortes puissances de calcul, des temps de calcul très longs, et qu'on s'est tourné vers Sofiane. On aurait pu aller vers d'autres personnes, mais on s'est tourné vers les gens qu'on avait de l'autre côté du rivage. De toute façon, Sofiane l'a dit, et je le répète, les feux de forêt, ça ne peut pas se travailler tranquillement dans le coin. Ça ne peut pas être travaillé que par des physiciens, des chimistes ou des écologues. Par exemple, dans Goliath, et c'est de plus en plus, on a pris l'aspect anthropologique dedans. On est allé voir les feux historiques, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Quand il y a un couloir de feu, en règle générale, le feu, il revient. La problématique opérationnelle en lutte, actuellement, ce que nous disent les opérationnels, c'est les sapeurs-pompiers. Ce qui est paradoxal, c'est que ces 15 dernières années, il y a eu moins de surfaces brûlées. Donc, les pompiers sont de moins en moins sortis. Par contre, quand ils sortent, ils se trouvent face à des feux extrêmes. Donc, ils ont la problématique de se trouver devant un phénomène qui était très rare avant, avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de gérer même des feux normaux. Et donc, ils nous demandent, à la rigueur, de mettre ça dans des simulations de genre salle immersive et ainsi de suite, pour former les gens. On a un autre problème, au-delà de savoir en lutte où part le feu, où va le feu, où l'aménagement du territoire, savoir si l'OLD doit être de 50, 120 mètres, il y a un autre problème, c'est la formation des gens qui sont sur le terrain pour leur sécurité et notre sécurité. Alors, Sofiane, justement,
c'est dans le titre de la conférence, mais comment ne pas parler justement du rôle de l'IA? Est-ce que justement, par rapport à l'algorithmique que vous avez écrite, quelles sont justement les nouvelles perspectives qui sont offertes par les nouvelles capacités de calcul des agents IA en fait? Est-ce qu'il sera possible un jour de se dire bon, il y a un feu qui commence à 15h, on sait qu'à 16h30, il va se retrouver à 400 ou 500 mètres, et avec quelle intensité? Oui, alors là où je fais un petit distinguo avant de répondre, c'est-à-dire que l'algorithmique qu'on met en place maintenant, ça reste les équations classiques, la mécanique des fluides numériques, donc il n'y a pas d'agent IA dedans. Effectivement, à terme, idéalement, pour réduire les temps de calcul, parce qu'en fait, ce qui est important dans un calcul, dans une simulation, c'est sa qualité, c'est sa précision. Donc, si vous voulez garder un minimum de qualité et de confiance, parce que les opérationnels ont besoin de confiance, vous êtes censé faire des calculs de qualité précis, et pour réduire les temps de calcul, pour les rendre acceptables sur certaines configurations, de parcelles, dimensions de parcelles, à ce moment-là, il faut effectivement accélérer ces calculs, ça se fait déjà. L'IA est un excellent, moyen. Il faut garder en tête que l'IA n'est pas la stratégie. L'IA est simplement un outil. C'est un outil dans un paradigme, dans tout un écosystème de services, d'outils, etc. Et en fait, l'IA est intéressante, elle est très prometteuse. Je pense qu'à ce stade-là, elle n'a pas atteint complètement sa maturité, parce qu'au regard des équations de la physique, ce sont des équations qui présentent de très fortes non-linéarités. Alors, l'IA, ça reste des méthodes statistiques, ça reste des approches probabilistes, et surtout d'un point de vue fonctionnel, sur l'espace des fonctions, ça reste une projection dans les espaces de fonctions. Et donc, quand vous avez des opérateurs linéaires, ça va, ça le fait, on sait faire. Quand c'est non linéaire, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on se dirige vers de nouveaux paradigmes que l'on teste, tout doucement. Par contre, pour répondre à votre question, la première, dans des outils de prévention, on met de côté de prédiction, vous avez des temporalités. Vous avez des prédictions sur des saisons, vous avez des prédictions sur des quelques jours de l'ordre de la semaine, et vous avez des précisions sur quelques heures sur la journée. Ça dépend de ce que vous attendez. Et ce sont des anticipations que rendent possible l'IA, et ça se fait déjà. Vous avez des outils, que vous soyez aux États-Unis, sont très en avance, que vous soyez en Turquie, que vous soyez en Israël, par exemple, ou même en Europe, vous avez des outils qui sont capables de vous dire si un feu va se produire, potentiellement se produire, d'accord ? Potentiellement se produire, c'est probabiliste, sur un secteur donné, à un laps de temps donné, c'est pas exactement, etc. Et vous avez également des outils un peu moins fins, mais qui sont capables de vous dire ce qui va se passer sur une saison entière. C'est Murcie, en Espagne, qui font ça. Les gens de Murcie font ça. Ils sont capables de vous dire, voilà, la saison chaude, elle arrive. Potentiellement, dans cette région-là, sur cette fenêtre de temps, il va se produire un événement. Donc, en fait, ça permet justement de disposer, d'anticiper des moyens de surveillance, je suppose, de surveillance visuelle, je suppose que prise de température aussi dans les forêts pour savoir si justement, et puis l'hygrométrie aussi de la végétation en fait. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le nouveau contexte, avec ce changement climatique, fait que les saisons critiques augmente dans le temps. On le voit bien. J'en parlais avec vous tout à l'heure. L'ONF Corse a 10 points de relevé en zone pour la teneur en eau du combustible et prennent des relevés tous les ans. Cette année, il y a 1 mois d'avance. Ça veut dire que ça devrait être... c'est sec actuellement, comme ça serait sec fin juillet. Donc, les saisons critiques augmentent s'étalent dans le temps. Et ensuite, les zones territoriales changent. J'entendais à la radio que en fait, les zones à risque montent dans le nord actuellement, alors que ça n'avait été jamais fait. Il y a des zones du territoire même français qui sont passées rouges alors qu'ils n'ont jamais été pour le risque. Donc, si on réfléchit à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va devoir mobiliser les secours, enfin la lutte incendie plus longtemps et sur un territoire plus grand. À un moment donné, soit
ça veut dire qu'on va recruter, ça va avoir un coût, et puis on va arriver à une limite. Donc il va falloir trouver d'autres moyens de le faire. Et d'autres moyens de le faire, c'est de repenser la cartographie des risques. Sofiane vous en a déjà parlé. Après, les modèles des risques, ça se travaille, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que ceux existants, et quels que soient les territoires au monde, hein, nous en France, on est bien, enfin, il est pas mal, mais par exemple, dans certains territoires, ils regardent que la teneur en eau du sol. C'est limite, hein, par exemple. Donc effectivement, avoir une cartographie des risques plus efficiente va permettre, par exemple, de dire, demain, les 2 Canadaires qui sont en Corse, je les rapatrie et je les mets plutôt, je ne sais pas, dans les Hautes-Pyrénées. Si les Hautes-Pyrénées sont rouges et que la Corse est verte. Alors, clairement, en fait, je pense que vos travaux ont un impact direct sur justement tout ce qui est la question de la sécurité des territoires, en fait. Est-ce que les collectivités, est-ce que les pouvoirs publics, justement, peuvent se servir justement de ces données, justement, pour, par exemple, revoir les zones boisées, revoir les zones aussi, les constructions, voir les PLU, en fait? C'est sûr que ça va avoir un impact, et on revient au début de notre discussion. C'est pour ça que, en fait, jusqu'à présent, toute cette réglementation est faite à dire d'experts. Et nos experts, surtout en France, sont pas trop mauvais. Même, ils sont même très bons. Mais ils nous demandent de plus en plus d'avoir un appui scientifique, c'est-à-dire de regarder si ce que l'on trouve de façon théorique corrobore leur dire d'experts. Et dans ce sens, pourquoi ils mettent ce parachute? Parce que derrière, il va y avoir des conséquences sur nous tous. C'était le cas pour les inondations. Pour le feu, pour les incendies, on était un peu plus en retard, mais oui, de plus en plus, le risque incendie va être pris en compte. De plus en plus, lorsqu'on va devoir déposer un permis de construire, derrière, il va y avoir le fait de savoir si la maison est soumise ou pas au feu. Et puis, on n'en a pas encore parlé, hein, mais on parle de changement climatique, effectivement, il y est. Mais notre comportement augmente énormément le risque. Lorsqu'on se place, les WUI, ces fameuses interfaces forêt-habitat, ce que vous voyez aux États-Unis où ça brûle énormément, c'est aussi parce que les gens ont décidé de mettre des maisons en bois dans des coins très boisés où avant il n'y avait rien. Donc quand il y a un feu là-dedans, la maison en bois elle brûle. Et on a exactement la même problématique chez nous, que ce soit ici à Marseille, Côte d'Azur ou en Corse. Les WUI posent un problème, un énorme problème. Avant, le bâti, les gens ne vivaient pas ainsi. Soit ils vivaient dans la cité, soit ils vivaient dans les villages. Mais en périphérie des villages, en règle générale, il y avait plusieurs zones. Il y avait la zone où vous aviez le potager, il y avait la zone un peu plus moins aménagée où vous mettiez les animaux. Et en fait, c'était des zones, c'était les OLD, mais faites de façon classique. Et là, comme on les a plus, et comme on aime bien avoir de grandes baies vitrées, ouvertes, avec beaucoup de végétation devant, et la continuité de la végétation, ajoutée au changement climatique avec sécheresse, canicule et vent fort, on se retrouve face à une centrale nucléaire. Alors, justement, vous parlez justement des méga-feux américains, en fait, qui sont totalement terrifiants. Est-ce que ce type de feu, aujourd'hui, c'est plausible en Provence ou en Corse? Alors, les méga-feux qu'on ne peut pas contrôler, en fait. Oui, non, mais je préfère parler de feux extrêmes, si ça ne vous dérange pas. Et je vais vous donner, là aussi, j'aime bien les cas, avec mes collègues, on aime bien vous donner des cas concrets. Donc, si on part du principe qu'un feu extrême, parce que méga-feu, c'est histoire, chacun a sa définition, il faut que ça brûle tant, mais on va dire que c'est un feu qu'on laisse brûler jusqu'à ce qu'il trouve soit la mer, on en a eu en Grèce, soit une grosse pluie. Donc, déjà, je vais vous répondre oui. Pas dans le sens méga-feu, mais est-ce qu'on peut avoir un feu de forte puissance? Oui, parce qu'on en a déjà eu. Par contre, un feu catastrophique, pour l'instant, on ne les a pas eu comme aux États-Unis. Et je vais vous donner un exemple. Vous voyez ce feu derrière? C'est un feu qui a été fait au mois de mars avec
un vent quasiment nul, une pente très forte de 26 degrés en haute montagne à 1200 mètres d'altitude, sur ce qu'on appelle du Genénin en Corse, qui doit faire entre 80 cm et 100 cm. Bon. Donc vous gardez ça en tête. Il faisait 6 degrés ou 8 degrés 6 degrés. Et avec une forte humidité. La limite... alors, on a un critère, c'est l'intensité de Biram, c'est-à-dire c'est la puissance ramenée à l'unité de longueur du front de flamme. C'est une échelle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une échelle qui est prise en compte par les opérationnels. Et suivant les seuils, suivant les valeurs, ils savent s'ils peuvent attaquer le front devant, s'ils le maintiennent sur les flancs ou s'ils le laissent brûler. À 10 mégawatts par mètre, vous savez que même plus les Canadair peuvent éteindre le feu. Vous retenez 10 mégawatts. Ce feu, là derrière, il faisait 8,6. Au-dessus de 7, on s'occupe du feu. Voilà. Donc imaginez la puissance d'un feu, puisque ça, on l'a mesuré expérimentalement et numériquement, hein, donc on l'a eu. Imaginez la puissance d'un feu ou du feu de Mirabeau, ou du feu qui s'est passé en Grèce, et ainsi de suite. Donc oui, ça peut exister. Pour l'instant, nos opérationnels ont une tactique, c'est qu'ils attaquent. L'attaque précoce fait qu'ils ne le laissent pas se développer, parce que le feu, il n'est pas problématique, si vous voulez. Chaque feu, tout feu, dans des conditions que l'on rencontre actuellement, peut devenir un feu extrême. Seulement, il a une phase de transition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il arrive à son régime établi. S'il arrive au régime établi de puissance forte, ben là, il n'y aura plus rien à faire si les maisons ne sont pas nettoyées autour, et ainsi de suite. Donc, oui, on peut avoir un feu extrême. Ouais. Je ne le souhaite pas, mais oui. Alors, clairement, votre travail, c'est dans l'anticipation, en fait. C'est prévenir, en fait. C'est de la prévention. Mais est-ce que vos conclusions, elles ont un effet, par exemple, sur les distances de débroussaillage, est-ce qu'il y a vraiment un impact réel? Alors, pour l'instant, on espère. Alors, à la demande, parce qu'en fait, un universitaire, c'est pas un bureau d'études. L'universitaire, le monde universitaire, travaille sur des thématiques, sur des problèmes, et après, c'est comme si, à rigueur, il met un brevet, et après, c'est à la société de s'en occuper. Donc, si la question c'est, est-ce que les décideurs essaient de trouver les moyens que nos travaux soient utilisés? Oui. C'est le cas, par exemple, de l'étude de Sarri-Solenza, où les communes de Corse pensaient que les 50 mètres, et Thierry vous en a parlé, n'étaient pas suffisants. Oui, on peut répondre. Mais on n'est qu'au balbutiement du transfert technologique, tout simplement parce que nous, scientifiques, on n'était pas encore en capacité de fournir quelque chose de fini, de robuste à nos opérationnels. C'est un travail, déjà, ça demande de l'argent, ça demande du temps. Et puis les 2%, là aussi on va être honnête intellectuellement, les 2% de feu qui posaient problème ne créaient pas trop de dégâts jusqu'à présent. Donc on va dire que ça pouvait brûler. Maintenant, ça commence à avoir un impact sociétal, écologique aussi, et donc oui, on va être obligé de plus en plus de donner des réponses. Alors, Sofiane, juste une question pour le mathématicien. Par rapport à quelle est la marge, on va dire, technologique de progression en fait, des outils, justement? Est-ce qu'on est qu'au début des modèles, de la création, ou est-ce qu'on a encore, avec l'arrivée d'ordinateurs quantiques plus puissants, peut-être une capacité de modélisation encore plus précise et qualitative? La physique, elle est pas encore, comment dirais-je, je le dis sous réserve de mes collègues et les collègues peut-être scientifiques dans la salle, c'est qu'en fait les modèles de la physique, elle est pas, comment dirais-je, elle est connue, et en fait un modèle mathématique pour appréhender un feu avec une physique complète, c'est un empilement de sous-modèles.
un empilement de sous-modèles, comme des espèces d'étages. Alors effectivement, vous pouvez des fois sur des configurations tomber pas loin de la réalité, ce qui est sympa. Et parfois, comme l'ont précisé mes collègues, je crois que c'est Jean-Louis qui l'a dit, sur des feux de cime, on a un petit peu de mal. Les feux de cime, ce sont les feux qui prennent sur des arbres sur 20-30 mètres de haut. Et cela, c'est très difficile, mais c'est très difficile pour tout le monde. Et ces outils-là, en fait, pour pouvoir les améliorer, il faut les confronter. C'est pour ça que nous, on est partis en Corse. Quand nous avons été invités par nos amis corses, on était ravis, parce qu'eux nous donnent la possibilité de tester les modèles. Les modèles, c'est dans un bureau. À un moment, il y a la littérature scientifique dans les revues, mais à un moment donné, on a besoin de caractériser les choses, d'aller sur le terrain, et à un moment donné, de lever certaines indéterminations. Parce que les modèles sont sensibles aux paramètres, aux paramètres d'entrée. Donc si vous renseignez mal un modèle en entrée, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, vous dire, il faut chercher les infos manquantes. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, je ne parlerai pas du calcul quantique, l'arrivée de l'IA, en fait, juste avant l'arrivée de l'IA, il faut savoir que des problèmes de mécanique des fluides, ça ne sert à rien pour certains d'entre eux, certains paradigmes et certaines approches, d'essayer de mettre en place des processeurs avec des fréquences d'horloge plus rapides. Ils ont des limitations, donc on arrive à pallier en distribuant le calcul, on arrive à pallier également avec l'arrivée de l'IA, mais l'arrivée de l'IA dans un monde de mécanique des fluides, il faut penser modèle hybride. C'est-à-dire qu'il faut décharger une partie du calcul numérique du modèle en le donnant à un agent IA ou à une partie IA, en faisant du couplage de code, en hybridant cette approche. Par exemple, un exemple. Ce qui coûte cher dans le code que l'on maintient, nous, de physique complète, c'est de résoudre des systèmes algébriques qui prennent énormément de temps sur la simulation. Réduire ce qu'on appelle la hotspot en jargon. Si on réduit cette partie consommatrice du temps de calcul, ça veut dire qu'on va pouvoir dire on peut vous rendre la réponse sur des temps raisonnables sur le calcul. Et ça, l'IA, on est capable de le faire via de l'IA. Mais l'IA, il faut faire attention. C'est pas seulement des. Si vous voulez construire un modèle d'IA à côté, vous pouvez faire tourner vos codes sur de nombreuses heures, sur de nombreuses configurations, et donner toutes ces données à l'apprentissage à des modèles d'IA. Mais ces modèles d'IA, c'est comme, il faut faire attention, c'est qu'ils sont entraînés sur ces données-là. Attention de ne pas déborder, en fait. Alors moi, juste pour conclure un peu cette table ronde avant de passer à la partie questions, est-ce qu'on peut rêver, par exemple, à un commandant de pompiers qui arrive sur un feu avec sa tablette et qui regarde sa tablette, qui se dit le feu, il a telle intensité et je vais faire attention de ne pas envoyer mes pompiers à cet endroit-là parce que ça risque d'être un point très très chaud. Est-ce que c'est le rêve de parler de ça en fait ? Alors, ça tombe bien, c'est, je crois, le premier cadeau sur la liste du Père Noël de nos opérationnels. En fait, c'était la requête de l'ancien directeur du 6-2A, qui est à l'origine de Goliath, et qui est venu nous voir en disant, bon, on en a marre justement des jeux vidéo, et on veut concevoir avec vous ce genre de choses, c'est-à-dire arriver, pas seulement, arriver avec la tablette, savoir où pourrait aller le feu en fonction des conditions, AT plus quelque chose, mais également avoir à la disposition les feux anciens sur zone, avec les caractéristiques. Quand il est venu nous dire ça, on a dit bon d'accord, on va répondre, et on y est presque. On travaille... alors, dans Goliath, on l'a commencé, c'est des prototypes, c'est pas des choses finies. Et là, actuellement, on travaille en collaboration, c'est pas nous, avec une boîte qui s'appelle Climatinov là-dessus et qui développe un produit de ce type. Mais on leur a dit, la lutte, c'est bien, mais il faudrait aussi que ça permette, alors effectivement, d'avoir l'intensité du front pour que le pompier sache comment l'attaquer. Également l'impact sur la cible en disant à quelle distance la maison va être en sécurité, quand est-ce qu'il faut évacuer ou pas évacuer ou rester. Et puis on lui a dit, puisqu'on sera en capacité sur un territoire donné de faire des scénarios, parce que c'est ça, en faire des scénarios, est-ce qu'il faudra aussi que ça permette de positionner les aménagements et les dimensionner. Un aménagement, ça peut être, vous en avez, c'est ce qu'on appelle les fuel breaks, c'est-à-dire les coupures de combustible. Chez nous, c'est les zones d'appui à la lutte, là où les pompiers vont se mettre en sécurité pour pouvoir après attaquer le feu.
mais ça peut être les OLD, ou ça peut être par exemple ce qu'on appelle les zones tampons, alors en français c'est les zones tampons vertes que utilisent les Américains. On réinvente le fil à couper le beurre. Hein. C'est en fait les zones autour des villages où il y avait, enfin les habitations où il y avait les jardins. Et ou par exemple, ce que font sur quoi travaille Sofiane actuellement, c'est les zones en mosaïque utilisées par exemple par les fédérations des chasseurs pour, dans un aspect synologique, pour en fait réintroduire le petit gibier. Et l'avantage de ces zones, c'est-à-dire qu'on l'enlève, on ne met pas à nu un territoire, parce que quand on met à nu, quand il y a de l'eau, ben, tout le monde sait ce qui se passe, ça enlève la terre, c'est pas trop bon. Ça permet aux petits gibiers genre perdrix, lièvres, ainsi de suite, d'avoir des zones où ils aiment ça, ils n'aiment pas quand le territoire se resserre, des zones où se cacher pour en manger à côté. Et d'un point de vue du feu, c'est très très sympathique parce que ça casse la dynamique du feu avant d'arriver sur des zones ou mises à nu ou vos maisons. Voilà. Donc oui, on y travaille. Je vous avoue que là aussi, c'est pas notre cœur de métier hein, de faire de passer à ça et de voir. C'est une certaine fierté et puis de voir que quand même ce que l'on avait pensé et ce qu'on avait vu sur des publications passe dans la vie de tous les jours et est utile aux gens. C'est quand même une certaine fierté et on se sent utile. Voilà, on n'est pas enfermé derrière nos ordinateurs ou nos murs. Alors, merci déjà pour cet exposé. Avant de passer aux questions, quand même, je tenais quand même une fois de plus à saluer l'excellence de la recherche en France. Hein. C'est vrai qu'en France, on a tendance à voir toujours les côtés négatifs, mais on a des chercheurs qui travaillent de leur côté pour développer des outils qui sont des outils du futur, mais aussi du présent, qui, justement, dans le cadre du réchauffement climatique actuel, seront essentiels dans la protection à la fois des biens des personnes et aussi de la forêt et de toute la végétation. Donc, on va passer à la partie questions. Thierry, tu permets juste que je passe une vidéo on va passer la vidéo et ensuite, c'est à vous. Il me semble que du côté de Gardanne, il me semble qu'ici, du côté de Gardanne, il y a un centre d'expérimentation. Là, est-ce que vous en avez entendu parler? En fait, on est conventionné avec eux. Oui, c'est valable. Et on va justement, là, on va faire des expériences en novembre de ce type. Et le cahier des charges, on est en train de le faire. Il y a un chercheur, enfin, c'est le colonel Inès qui s'en occupe là actuellement. Et oui, ils étaient plutôt orientés vers tout ce qui est structure, matériaux. Ils sont très complémentaires en fait avec ce que l'on fait. Et ça tombe bien, ils veulent travailler sur les distances sécurité, un thème que l'on porte. Oui. Et pour qualifier un feu, quels sont les paramètres principaux? Vous avez parlé d'une acquaintance avec la mécanique des fluides. Là, bon, c'est des matières de base là, à l'enseignement en faculté. Vous pouvez faire un lien plus concret, plus étudiant, si vous voulez. Alors, on peut l'appréhender d'un point de vue thermique, hein, si vous faites de la chimie, puisque c'est une combustion, c'est comme dans un moteur, hein, il faut de l'oxygène, ainsi de suite. Vous pouvez l'appréhender d'un point de vue écologue, c'est-à-dire que, comme l'a dit Sofiane, vous êtes obligé de caractériser le combustible, c'est-à-dire, on appelle bien un combustible, hein, ce que vous donnez en entrée pour le modèle. Après, vous avez des modèles énergétiques. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, j'ai pas voulu en parler pour rentrer dans les détails, mais quand on parle de modélisation, en fait, il n'y a pas une modélisation. J'ai le temps, 30 secondes. Il y a plusieurs approches. Vous avez par exemple une approche empirique. L'approche empirique, elle se base sur des stats, sur des modèles probabilistes, statistiques. Donc ça remonte à des feux expérimentaux en règle générale, ou des feux normaux, et on met des équations mathématiques derrière par rapport à ces feux. Ce sont en règle générale ces modèles empiriques qui sont utilisés par les opérationnels. Le problème, ils sont très bons, hein. Ils sont très bons, ils sont très précis,
si on les utilise dans la bande passante de leur conception. C'est-à-dire qu'en gros, je vous la fais courte, si vous faites un modèle empirique sur de la paille, enfin je dis de la paille, par exemple les Australiens, hein, là-bas, vous pouvez l'utiliser ici sur du maquis, mais le résultat qui sera donné sera erroné. Et je répète, c'est en règle générale ce qui est fait. Ensuite, vous avez les modèles complets. Les modèles complets, ce sont ceux de Sofiane. Donc, empiriques, très rapides, qui demandent des faits expérimentaux, très faciles à utiliser, c'est une règle de 3. Ensuite, vous avez les modèles du type multiphasique. Donc là, ça prend en compte toute la chimie, la mécanique des fluides, le combustible, il est défini, si vous voulez, jusqu'à la feuille, quasiment. Multi-échelle, instationnaire, tout ce que vous voulez. Il prend le régime même transitoire, c'est-à-dire quand un feu commence, il va avoir une forme transitoire jusqu'à un moment où un régime établi, et ils prennent tout en compte. Mais ça demande d'énormes temps de calcul, donc pas opérationnel du tout. Et puis, il faut être formé pour l'utiliser. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, utiliser ça. Et puis, vous avez entre les deux ce qu'on appelle les modèles... alors, entre les deux, il y a les formels semi-physiques qui utilisent un peu de physique avec beaucoup d'empirique. Ça a le même problème qui utilise en règle générale que le rayonnement. Parce qu'on sait qu'un feu, ça marche avec rayonnement, enfin n'importe quoi. Hein, quand vous avez de la chaleur, c'est soit du rayonnement, de la conduction ou de la convection. En règle générale, conduction, on est d'accord que pour un feu de forêt, c'est pas pris en compte, mais on néglige souvent la convection, enfin très souvent la convection, on ne prend en compte que le rayonnement. Ce qui n'est pas totalement faux si vous êtes dans des grands feux de forte puissance, puisque vous êtes à de grandes distances, on est d'accord. Donc cela, les semi-physiques, par exemple le fameux modèle de Rothermel qui est utilisé dans les simulateurs, vous le prenez, mais comme dedans vous utilisez des sous-modèles empiriques, se pose toujours le même problème de savoir est-ce que je peux l'utiliser en dehors des clous. La réponse est non, hein, mais c'est fait. Et puis après, vous avez une autre approche qui avait été commencée à être développée par une minorité de scientifiques, c'est celle qu'on a adoptée, qui est plus compliquée à faire, qui est celle de la physique simplifiée. C'est-à-dire qu'on part des modèles complets de Sofiane, qui sont développés par le papa c'est Grishine, un russe. On part de ces modèles, mais pour ne pas utiliser des équations différentielles, les fameuses équations différentielles avec derrière des gros calculs numériques, on y va à la hache. C'est-à-dire qu'on prend les équations de base et on coupe. Le problème, pour la faire courte, c'est savoir où on coupe et qu'est-ce qu'on coupe. Alors, c'est un peu au feeling avec l'expérience, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un retour ensuite, de comparer dans un premier temps avec les modèles, dans des cas, des benchmarks, avec les modèles complets, et puis après, de se mettre à l'épreuve du feu, à l'échelle du terrain. Pourquoi ? Alors, on pourrait poser la question, c'est pourquoi ne pas utiliser tous ces feux qui brûlent dans le monde pour les datas ? Parce que les datas, elles ne sont pas fiables. Je vais vous donner un cas, une étude. On s'était amusé, parce que les 3/4 des feux, ils sont en 1D. On vous donne le périmètre du feu, mais ils ne le donnent pas en 3D ou en 2D+. Enfin, en 1D, c'est en 2D, hein, en 2D+. Mais si vous n'avez pas le 2D, vous ne pouvez pas avoir le rayonnement, puisque vous n'avez pas la quantité de chaleur qui part de la flamme, même si vous utilisez un panneau. Et bien, quand on s'est dit, on va faire des modèles de flammes, de longueur de flamme, on n'avait pas trop de feu, on est allé chercher dans la littérature. Et on s'est aperçu que nos modèles de flamme, de longueur ou de hauteur de flamme, marchaient très bien pour certains cas, et étaient complètement à la rue, mais quand je dis complètement à la rue, c'était complètement à la rue pour d'autres cas de la littérature. Et on était vraiment, vraiment embêtés, parce qu'on n'avait pas on n'arrivait pas à savoir pourquoi ils ne marchaient pas. Parce que si vous savez pourquoi ils ne marchent pas, vous pouvez à la rigueur dire à celui qui utilise, dans tel cas il marche, dans tel cas il ne marche pas, et tu l'utilises que dans ce cas-là. Et en fait, vous savez, on s'est aperçu qu'en fait, nos collègues chercheurs, donnaient les datas, les longueurs de flamme, mais sans la définition vraiment il n'y avait pas une normalisation de la longueur de flamme. On va vite comprendre. Là aussi, je vais aller très vite. Certains prenaient la longueur de flamme devant le front, certains le prenaient au milieu et certains derrière.
Alors, quand on faisait des comparaisons avec des feux, des petits feux de faible intensité qui n'avaient pas une longueur, une largeur, une profondeur de flamme, une profondeur de feu, ben, la longueur devant, c'était quasiment la longueur au milieu et la longueur derrière. Donc on n'avait pas beaucoup de différence. Par contre, quand c'était des feux à l'extérieur, avec par exemple 5, 6, 7 mètres, ceux qui ont fait un peu de géométrie comprennent, devant, au milieu ou derrière, la longueur était très différente. Ben, figurez-vous que, voilà, donc les datas, c'est bien, mais il faut savoir ce que sont les datas. Et quand on a des feux de terrain, le pompier, il fait, enfin, l'opérationnel, il dit c'est 8 mètres. Et ça, pour quelqu'un qui va tester un modèle, c'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup, vous avez répondu à mes questions. Et encore une question. Oui, donc sur la présentation, j'ai lu donc vous disiez présentation de la conférence, prévenir et anticiper. Enfin, prévenir. Dans prévenir, moi j'entends prévention. Je ne sais pas si c'est exact. Et donc je voudrais savoir, d'après ce que vous savez, quelle est l'importance en pourcentage des causes pour activité humaine et un peu plus loin, liées aux imprudences. Donc moi, ces pourcentages m'intéressent. Je crois que c'est un élément intéressant, et de savoir ce que font les pouvoirs publics, les opérationnels, pour essayer d'intervenir, enfin de prévenir et de modifier les comportements de la population. Oui, en fait, on n'en a pas parlé dans par exemple le projet. Enfin, je vais répondre à votre question, je ne vais pas faire de langue de bois. Il est certain que vous pouvez avoir le plus bel outil, le plus robuste outil. Si vous n'arrivez pas déjà à faire comprendre à la population qu'elle est soumise à un risque, vous allez. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose qu'avec les maladies. Hein. C'est exactement la même chose. Et en plus, j'aime bien dire que c'est comme avec un vaccin. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'allez pas être malade. Ça, il faut bien l'intégrer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites de la prévention que vous ne pouvez pas vous prendre un feu de forte intensité. Par contre, ce qui est certain, c'est que si vous ne faites pas de prévention, vous allez vous le prendre. Pour répondre à votre question, pour arriver à votre question, et pour ne pas faire non plus de langue de bois, les mentalités ont changé il y a très peu de temps. J'avais coordonné un rapport en 2020 de l'ONU, justement, où, en gros, c'est en anglais, mais on disait, au vu du nouveau contexte, il est temps de basculer de la lutte totale vers la prévention. Alors, basculer, ça ne veut pas dire abandonner la lutte. Ça veut dire rééquilibrer en fait la quantité entre lutte et prévention. C'est pas parce qu'on va faire beaucoup plus de prévention qu'il va pas falloir de lutte, parce que quand un feu va partir, justement, il va falloir être en capacité d'aller dessus et de l'éteindre. Donc dans l'histoire de la prévention, si on englobe, bien entendu, il y a l'aménagement du territoire, on est d'accord, c'est-à-dire que comme un feu, on n'en a pas parlé, mais on va revenir, pour qu'un feu, il joue sur 3 critères. Il lui faut de la pente, du vent, enfin un feu pour qu'il augmente son intensité, on va dire. Il lui faut de la pente, du vent et du combustible. Sur le vent et la pente, on va dire la topographie, on ne peut pas trop jouer. Hein. Le vent, on ne va pas mettre des barrières et on ne va pas couper les montagnes. Donc la seule chose sur laquelle vous pouvez jouer, c'est sur la quantité de combustible. La quantité et la répartition, très importante. Et les espèces. Donc ça répond à la prévention. Donc là, on a intérêt à faire un travail dessus, un travail de pédagogie vis-à-vis de la population, mais aussi vis-à-vis des décideurs. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'allais vous dire, comme les opérationnels, ceux qui étaient en charge de la lutte,
se sont vus de plus en plus confrontés à des phénomènes qu'ils n'arrivaient plus à maîtriser, et ils sont, eux, de plus en plus en danger face à ces systèmes. Et bien, parmi eux, se sont élevées des voix en disant il faudrait quand même qu'on fasse en sorte de ne plus avoir devant nous ces feux de forte intensité. Et la seule façon de ne pas avoir des feux de forte intensité devant, c'est la prévention. Donc dans la prévention, il y a aussi l'attaque précoce des feux. C'est-à-dire le fait de déployer les gens au bon endroit, au bon moment, afin qu'ils ne se développent pas, et de faire en sorte que le territoire soit accessible pour ça. Accessible, ça pas que le terrain, mais qu'il soit accessible. Donc il y a un maillage du territoire à faire. Et pour répondre à votre question, 9 feux sur 10, c'est l'homme qui le déclenche. Voilà. Mais bien sûr. Mais il y a même des études, on parlait d'études qui ont été faites ici, il y a une étude très intéressante qui a été faite par une collègue qui travaille avec nous de l'INRAE d'Aix, qui est le docteur Anne Ganto, qui a démontré que dans certaines zones, l'activité ou l'inactivité des individus a un impact direct sur le nombre de feux, le départ de nombre de feux. Voilà. Oui. Mais là, par contre, on rentre dans autre chose. Mais, et pour répondre aussi à votre question, c'est pour ça que globalement, de plus en plus, lorsqu'on fait un projet, quel qu'il soit, sur le risque incendie et l'aménagement du territoire, il y a l'aspect sciences dures, et forcément à côté, vous avez une partie aussi importante. Tout à l'heure, on nous a parlé de du professeur Tony Fogacci, qui nous a suivis même ici, qui travaille avec nous dessus, qui est quelqu'un qui travaille sur l'anthropologie et l'historique des feux. Et systématiquement, on met la partie SHS avec nous. Parce que SHS, pour connaître l'historique des feux, les us et coutumes qu'on a certainement perdus pour ne pas réinventer le fil à couper le beurre, et puis aussi l'aspect sensibilisation de la population dans le sens large, que ce soit des gamins, en passant par les moins jeunes et jusqu'aux décideurs. Voilà. Donc si c'est quelque chose de très complexe. Le risque incendie, si on ne se focalise que sur l'aspect technique, on aura perdu. J'allais presque vous dire, je ne vais pas parler pour ma paroisse, je préférerais personnellement que les gens soient plus au fait de ce qu'est le risque incendie, comment y remédier de façon pratique et pragmatique, plutôt que de mettre les moyens sur des simulateurs qui pourraient résoudre le problème. Voilà. Bonjour, merci encore pour votre présentation. J'avais 2 questions. Alors l'une par rapport au Spitfire. C'est en France, est-ce que vous sauriez quelle est la proportion de Spitfire et au bout de combien de temps il se déclenche? Et la deuxième, c'était pour rebondir sur la statistique que vous venez d'évoquer concernant la proportion de feux d'origine humaine. Selon vous, quelle est la proportion de feux d'origine humaine et sur l'ensemble des feux au total qui seraient d'origine criminelle? Ça, c'est compliqué. Alors, je vais répondre déjà à la première. Les pitfires en France, c'est anecdotique. Par contre, je peux vous donner une autre anecdote sur les pitfires, si vous êtes intéressé. Ça fait déjà un moment, ça doit faire 8-9 ans. On m'a envoyé avec un autre Marseillais, qui est le professeur, maintenant qui est à la retraite, qui est le professeur Dominique Morvan, en tant qu'expert en Indonésie. À l'époque, en Indonésie, il y avait ces fameux pitfires qui brûlaient, et c'est un peu comme quand vous brûlez chez vous de l'herbe humide, avec sans flamme. C'est des grandes fumées blanches qui sortent, ça enfume tout le monde. Et les Australiens, là-bas, ils en avaient marre des feux des Indonésiens. Et donc, ils avaient envoyé une délégation d'experts
pour réinventer le fil à couper le beurre. Bon, alors je ne vous cache pas que c'était un beau voyage, c'était très sympathique, les gens sont adorables, le pays est magnifique. Et quand on est arrivé sur place, ils nous ont amenés sur les sites qui brûlaient. Et ils nous ont montré comment les opérationnels locaux essayaient d'éteindre ces feux. Alors, ils avaient en fait... Alors, il faut savoir que c'était des feux qui brûlaient de 5 à 8 mètres en profondeur, dans de l'humus sec. Hein. Et les opérationnels là-bas avaient de grandes... de grands tuyaux en acier percés de petits trous et plantés, véridique, hein, et plantés dans ça de l'eau en essayant de l'éteindre. Donc autant dire que ça avait un effet nul. Et quand on a essayé donc l'idée c'était que les scientifiques devaient amener un modèle qui devait révolutionner la chose en sachant où il se propageait, comment le feu se propageait pour éviter qu'il remonte et qu'il brûle. Puis en grattant un peu, on a vu que là-bas, je vais vous la faire courte. Premièrement, il y avait une forte pauvreté. Hein. Quand on va dans certains coins en Indonésie, qu'on arrive d'un pays comme la France, je peux vous dire qu'on se sent très privilégié. Donc une forte pauvreté. La deuxième chose, c'est qu'il y a une loi, une règle. Alors je ne sais pas si c'est une loi ou une règle là-bas, ça va être une loi. Tout terrain défriché, quel que soit le mode utilisé, revient à celui qui l'a défriché. Donc l'allumette, en règle générale, c'est un moyen très rapide et très peu coûteux de défricher. Ça, c'était les deux premières choses. Et la troisième chose, c'est que pour planter les palmiers qui nous donnaient l'huile de palme qu'on mangeait dans notre Nutella, ils avaient asséché les marécages. Donc, ma conclusion d'expert a été la suivante: je ne vais pas faire un modèle. Je ne vais pas prendre de l'argent pour faire. La première chose, c'est que remettez de l'eau dans les marécages. Ça se remet. Et puis si vous voulez... Je n'ai pas parlé de la règle de dire défricher parce que les gens étaient riches, étaient pauvres, mais faites en sorte que le niveau monte, le niveau, on va dire, sociétal monte, et les gens peut-être ne mettront plus l'allumette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que souvent, on cherche à côté la solution lorsqu'on l'a devant. Ça, c'était pour les pit fires. Oui, en Corse, on était spécialiste. Hein. Pas pour ça, mais étant donné qu'on avait des animaux, des bandes d'animaux, on va dire, où il fallait trouver à nourriture, et que l'herbe est beaucoup plus grasse après un feu, on avait tendance à mettre l'allumette. Le seul problème, c'est qu'à force de mettre l'allumette sur les mêmes territoires, même plus l'herbe pousse. Ça va être. Là, je vais donner mon avis perso. Ça va être un outil formidable pour traiter les datas, si les datas sont robustes. Mais ça aussi, je donne mon avis perso. Je vois une grande utilité pour refaire les cartes des risques et définir les zones vraiment à risque, avec par exemple la prise en compte des zones, par exemple, où peuvent se produire les feux éruptifs. Ça, pour l'instant, c'est complètement à la rue, mais ça sera un outil très puissant dans ce sens-là. Après, des gens comme Sofiane vont certainement les utiliser pour affiner leur modèle et leur code. Mais moi, je le vois dans ce sens. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent confronté à une quantité de data et on se dit on n'a pas les moyens humains de les traiter. Si on avait à côté un outil qui nous permet de les traiter, ça nous ferait gagner du temps. Voilà, dans ce sens-là. Je le vois dans ce sens-là. Mais je pense que dans le cas, vraiment, du risque incendie, c'est surtout de l'huile de coude qui nous manque. Et
de la pédagogie et de la sensibilisation. Et c'est par exemple arrêter aussi les disputes stériles sur les définitions, si c'est un méga feu, un feu extrême, peu importe. Ce sont des feux qui créent des dégâts et on passe, quoi. Il faut qu'on soit raisonnable. À Gardanne, c'est un centre de simulation ou un centre de... Alors, ils ont un simulateur pour la formation. Et très bien, oui. Et on a parce qu'ils sont en relation, si vous voulez, les SDIS sont en relation, les directeurs des SDIS A et B de Corse font partie de la structure de Valabre. J'y étais en novembre, pour vous dire. Hein. Ils ont un simulateur pour la formation, mais ce genre de simulateur pour la formation, on pourrait très bien intégrer d'autres simulateurs et servir à autre chose. Hein. Je pense qu'ils arrivent à... Maintenant, ils passent de plus en plus vers quelque chose de réaliste. Mais pour la formation, c'est pas forcément... On n'a pas les mêmes besoins. C'est pour ça, un simulateur, pour un simulateur, dans un simulateur pour la formation, c'est pas grave si le front de feu, enfin le feu va à tel endroit plus vite ou moins vite. Ce qui est important, c'est qu'il va, comment on attaque, comment on dispose les camions dessus. Ils ont aussi un simulateur, ça c'est fantastique. Un simulateur pour les pilotes d'hélicoptères, ainsi de suite. Mais ils peuvent l'intégrer. Hein. Mais c'est vraiment un beau centre. Hein. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais voilà, en plus il y a une bâtisse ancienne. Oui, il faut aller, allez-y. On travaille, je vous dis, on vient de signer une convention, officialiser la convention avec eux, là, il y a un mois. Alors, pour un petit peu conclure cet événement, on va passer une petite vidéo, en espérant qu'il y aura un son. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bon. Peut-être pour conclure sur ce film, en fait, ce film retrace le projet Goliath. Hein, vous l'avez vu, c'est pour groupement d'outils pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire. En fait, vous l'avez vu, nous étions 7 partenaires, dont les opérationnels de Corse, qui faisaient partie prenante et qui nous ont aussi beaucoup aidé à la fois dans la conception des outils, ou du moins ce qu'ils voulaient avoir comme outil. Le simulateur dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, il faut recontextualiser le besoin. En situation de crise, il faut comprendre qu'il y a une salle blanche
ou une salle d'anticipation où il y a un personnel généralement du SIS, donc du service d'incendie de secours, mais aussi d'une autre personne, qui peut être de l'ONF par exemple. Et en fait, ils sont là à essayer d'anticiper justement avec les modèles qu'ils ont à disposition pour savoir où va se situer le feu à T+1 heure, T+2 heures, et envisager les situations d'attaque. Donc le simulateur est né de là, en fait, de leurs besoins. Donc si nous, on y arrive, comme l'a dit Jean-Louis, à leur fournir un simulateur avec un cœur physique robuste, ben, ils pourront mieux anticiper les situations d'attaque, les zones à protéger, ainsi de suite. Alors on a développé plusieurs outils qui sont très intéressants. On a développé aussi un guide de brûlage, ou du moins de bonnes pratiques de brûlage dirigé en forêt. En particulier, chez nous, on a le pin Larich, qui est un pin endémique, donc il faut le protéger. Donc l'idée, c'était d'utiliser les brûlages dirigés pour nettoyer la surface au sol. Ensuite, il y a un autre outil qui a été développé, c'est un kit pédagogique à destination des enfants, pour leur apprendre aussi les bons gestes à avoir. On a essayé de développer aussi, je ne dirais pas forcément des outils, mais des actions de sensibilisation auprès du grand public, des élus. Et là aussi, comme l'a dit Jean-Louis, c'est fondamental. Les décideurs aussi doivent connaître le danger et ce qui risque d'arriver si les mauvaises décisions sont prises. Mais il y a un autre élément, là, en particulier sur cette photo, on voit l'utilisation de drones. En fait, il y a un outil qui a été développé qui utilise effectivement la vision. C'est un outil de géolocalisation de points chauds. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la lutte, mais il y a aussi la phase passive, je dirais, l'extinction, qui peut prendre énormément de temps. Donc en fait, il y a un outil qui a été développé et qui est utilisé par nos services d'incendie de secours maintenant en Corse. C'est un outil qui s'appelle Argos. L'objectif, donc, c'est de géolocaliser ces points chauds, et donc pour optimiser les actions d'extinction. Parce qu'effectivement, un feu, bon, une fois qu'il est maîtrisé, il n'est pas forcément arrêté. Donc pour pouvoir l'éteindre complètement, il faut agir point par point sur les souches qui sont toujours chaudes et qui peuvent repartir au moindre coup de vent. Donc en fait, l'idée de ce projet Goliath, c'était de montrer qu'on avait la possibilité de se réunir tous ensemble et de faire avancer les choses. Ce projet a duré 4 ans. Des produits en sont sortis, des groupes de travail ont été développés, en particulier en sciences humaines et sociales, sur la partie anthropologie et historique des feux. Et objectivement, ça a eu un très gros succès au niveau de la population en Corse, parce qu'il y a eu vraiment des retombées concrètes, en particulier ces parties sensibilisation qui, on l'a dit, hein, la lutte c'est une chose, mais la sensibilisation et la prévention, l'aménagement du territoire, ce seront tous ces outils-là, en fait, qui seront la clé pour réduire le risque incendie à l'avenir. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter sur ce projet Goliath. Alors merci beaucoup d'être venu de votre belle île, en fait, pour nous faire cet exposé totalement surprenant, en fait. Ce qu'on espère, c'est que justement, vos travaux permettront d'améliorer justement déjà la lutte opérationnelle, mais aussi la prévention, justement, pour nous permettre d'affronter les conséquences du réchauffement climatique, hein, puisqu'en fait, maintenant, je crois qu'on y est vraiment bien et que les températures vont encore augmenter. Et juste pour terminer, juste une dernière question. Comme vous êtes expert à l'ONU, c'est ça ? Là, on a beaucoup parlé de nous, en fait, hein, de nos territoires, mais au niveau international, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience de ce problème du réchauffement climatique et surtout de comment s'adapter, en fait ? Oui. Là aussi, je vais vous donner une anecdote. J'aime bien donner des anecdotes. Quand je suis, en fait, donc je suis à l'UNDRR, c'est le bureau des risques de l'ONU pour Europe, Asie centrale. Et on travaille en étroite collaboration avec, bien entendu, la Commission européenne. Et le premier travail, et je suis en tant que... Donc c'est un groupe de 26 membres. Chaque État désigne un membre. Alors, je ne suis pas le représentant de l'État français. Ils sont venus me voir en tant qu'expert feu. Donc déjà,
Ça répond à votre question. Ils sont venus me voir en 2016. Donc en 2016, l'UNDRR décide de mettre un focus sur le risque incendie, chose qui est... Alors la Commission européenne avait déjà commencé bien avant, avec les travaux du docteur Viegas 2 ou 3 ans avant. Donc ça répond en partie à votre question. Et le premier travail qu'ils me donnent en tant qu'expert feu, ils me disent, bon, tu es scientifique, tu travailles sur les risques naturels, on va te donner à réévaluer les fiches événements. Alors fiche événements, ça veut dire, en gros, je vous la fais courte, ça veut dire que vous caractérisez les événements susceptibles d'arriver. Par exemple, on va dire, allez, les inondations. Alors de tête comme ça, les inondations, il y avait genre 20 fiches. Et caractériser tel type d'inondation, telle inondation. Je dis, je vais avoir la... Donc il me donne inondation, tremblement de terre, feu. Il y en avait un troisième, j'ai oublié. Et donc, inondation, je vois 20 fiches. Je regarde feu, il y avait 3 fiches. Je dis, on va en rajouter. Je dis, peut-être qu'inondation, on a un peu trop, mais en feu, on va en monter un peu en caractérisant, par exemple, certains feux. Donc, effectivement, en 2016, le risque feu était regardé un peu de loin. Pour vous dire, de plus en plus, les assureurs nous contactent. L'année dernière, il y a eu, je ne donnerai pas le nom, mais il y a une grande assurance qui a fait son colloque en Corse et qui nous a demandé de venir parler du risque incendie. Ça se comprend aussi. Donc en gros, si ça coûte, on va être obligé de s'en occuper. Et les inondations, ça a coûté énormément. On a mis de la régulation derrière, on s'en est occupé. Le feu, ça commence à poser problème, on va s'en occuper. Ouais. Enfin, quand je dis on, c'est sociétalement parlant, hein. C'est pas moi. Par contre, la contrepartie, ça je peux vous le dire, franchement, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'un individu ne respectait pas les OLD, c'est-à-dire par exemple chez nous, de nettoyer à 50 mètres autour de sa maison, et qu'un feu arrivait, que brûlait sa maison, les assureurs, en règle générale, ne posaient pas de problème. Je pense que ça va changer. Merci beaucoup. Merci d'être venu à l'Alcazar, en espérant que vos travaux auront tout l'impact qu'ils méritent. Merci encore, bonne fin d'après-midi. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être venus tous. Merci beaucoup. Merci Thierry. Vous avez mis le feu. Notre MC, avec des cérémonies. T'as pas le mot ? J'avais révisé.